Bienvenue dans la balado En tête à tête avec la migraine. Je m'appelle Olivier Lapointe. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais être votre animateur pour cet épisode. Vous savez, la migraine, c'est une maladie qui se manifeste sous forme de crise. Et pour y faire face, il existe des médicaments qu'on appelle les casse-crises. Mais quand faut-il les prendre? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et pourquoi est-ce qu'ils sont si importants dans le parcours de soins? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invitée, la docteure Heather Pym, qui est avec moi juste à côté. Je vous la présente. Elle est neurologue spécialisée en médecine des céphalées, professeure adjointe en neurologie à l'Université de Montréal, directrice de la clinique des céphalées du CHUM. Elle est aussi présidente de Migraine Québec. Docteur Pym, merci d'être avec nous. On a un gros sujet devant nous. On va parler de toutes les classes de médicaments. On va tout débroussailler ça pour les gens. Mais avant ça, j'aurais une question à vous poser. Vous êtes très spécialisé en migraine et vous avez, par le fait même, une clientèle bien particulière. Qui est-ce qui se retrouve dans votre bureau? En fait, on a souvent des références de médecins de famille qui ont déjà essayé différents traitements. Donc, il y a certaines règles. Les gens vont devoir avoir essayé au moins un agent casse-crise, dont on va parler aujourd'hui, et aussi des agents préventifs avant d'avoir accès à un neurologue. Et au CHUM, on a même des références de neurologues qui ont des cas qui sont un peu plus difficiles à gérer, puis ils aimeraient avoir notre opinion. OK. Puis, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme message aux gens qui sont aux prises avec la migraine et qui ne voudraient pas se retrouver dans votre bureau? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? En fait, on est ouvert à voir tout le monde, mais la réalité, c'est que la liste d'attente est très longue. J'imagine. Et je pense que quelqu'un qui voit qu'ils ont des maux de tête récurrents puis un impact fonctionnel, l'important, c'est de consulter. Donc, de penser que je dois voir un neurologue ou que je dois voir quelqu'un au CHUM, ça va retarder la prise en charge. Donc, moi, j'encourage les gens de consulter, que ça soit dans une clinique sans rendez-vous s'ils n'ont pas de médecin de famille, avec un infirmière, infirmier, praticien, praticienne. C'est important de consulter. Parlez-en même à vos pharmaciens, pharmaciennes. Des fois, eux-mêmes peuvent sonner des cloches puis orienter la personne pour être vue rapidement. Bonne réponse. Puis, si on entre vraiment dans notre sujet du jour, les casse-crises, c'est quoi? En 2 mots ou en quelques mots, en fait, qu'est-ce que sont ces médicaments casse-crises? Bien, en fait, je dis toujours aux gens, il faut voir la crise de la migraine comme le feu pris dans la cuisine. Puis les gens qui ont déjà vu mes présentations ou les gens que j'enseigne, j'utilise toujours la même analogie. Feu pris dans la cuisine, on veut l'éteindre plus rapidement possible pour pas que ça cause des dommages. C'est pas parce que la crise de migraine va causer un dommage dans le cerveau, mais il y a un dommage au niveau du fonctionnement. Hein? Donc, on veut agir rapidement pour que les gens retournent à leur fonction le plus rapidement possible. Donc, le feu est pris dans la cuisine. Il y a plusieurs façons d'éteindre ou de tenter d'éteindre. Si on prenait la façon la plus connue, probablement les médicaments qu'on peut acheter sans prescription dans toutes les pharmacies, les fameux Tylenol et Advil, est-ce que c'est bon pour la migraine? Ça peut être pour certaines personnes. Puis la majorité des gens, c'est comme ça qu'ils commencent. Et c'est accessible. Des fois, ils vont aller demander conseil de leur pharmacien. C'est correct aussi. Mais quand la maladie commence, parfois, des traitements simples comme Advil, Tylenol peut être efficace. Mais à vrai dire, je pense que c'est mieux qu'on opte pour un traitement ciblé sur la maladie le plus rapidement qu'on peut pour être efficace, pour prévenir aussi que la maladie se dégrade. Donc, ça peut être efficace pour certaines personnes. Puis, si je résume ce que vous venez de dire, c'est souvent la porte d'entrée. C'est souvent là que les gens vont commencer. Est-ce que ça se peut que des fois, les gens ont une migraine puis ils ne savent pas, ils pensent que c'est simplement un mal de tête. Mais c'est sûr, leur premier épisode, c'est ça. Hein? Mon Dieu, j'ai une grosse mal de tête. Aujourd'hui, quand il y a parce qu'il y a différentes formes de crise, puis dans un autre balado, Dr. Perrault avait décrit un peu c'est quoi la migraine puis les différentes phases. Il y a des présentations qui sont un peu plus épeurantes, si on peut dire, là, avec des symptômes visuels. Les gens pensent qu'ils sont en train de faire des AVC. Donc, c'est sûr, ces gens-là vont consulter plus rapidement. Mais quelqu'un qui a un gros mal de tête, même s'ils ont de la nausée, même s'ils vomissent, ils vont peut-être pas se poser la question. Mais la 2e fois, la 3e fois, la 10e fois, là, ils vont commencer à réaliser que, oh, j'ai quelque chose de différent, puis ça se peut que mes Tylenol puis les Advil font pas autant d'effet à un moment donné. Mais est-ce que c'est quand même possible? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être touchés par la migraine toute leur vie, ou du moins plusieurs années, et qui consulteront jamais, qui vont se soigner avec des médicaments en vente libre, puis qui vont s'en sortir tout de même? En fait, ça, c'est un problème qu'on voit trop fréquemment. Et je pense que c'est à cause du fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a un accès nécessairement à
un professionnel de la santé de première ligne, comme un médecin de famille, et se gênent ou ils n'ont pas le temps d'aller dans une clinique sans rendez-vous, par exemple. Donc, les gens vont se traiter parfois longtemps, parfois des années, et peuvent développer ce qu'on appelle des céphalées médicamenteuses ou des céphalées de rebond. C'est pas évident, mais quand on lit sur la bouteille d'Advil, par exemple, c'est souvent écrit si vous devriez prendre ces médicaments plus que 7 jours en ligne, consultez un médecin. Mais on ne lit pas toujours ce qui est écrit en petit. Donc, les gens vont peut-être faire ça plusieurs années avant qu'ils disent « Ouf, ça commence à être un problème ». Et malheureusement, la migraine, c'est une maladie chronique qui peut progresser. Et en prenant ces traitements-là de façon régulière, bien, la maladie peut progresser, empirer, le fonctionnement peut être plus atteint. Donc, moi, j'encourage toujours les gens, si vous avez des maux de tête récurrents, ne contentez-vous pas avec des Advil puis des Tylenol. Consultez pour avoir des traitements ciblés, puis réévaluez est-ce que c'est juste des agents casse-crise dont vous avez besoin ou peut-être même des traitements préventifs. Puis, je vais rebondir sur la céphalée de rebond parce que j'avais de toute façon prévu d'en parler, puis on en a déjà parlé, puis on en parlera certainement dans l'avenir aussi parce que c'est un sujet qui est pertinent. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, justement, ça dit sur la bouteille d'en prendre au maximum pendant 7 jours de suite, sinon on consulte le médecin. Vous l'avez dit aussi, consulter un médecin, c'est pas toujours facile. On continue un 8e, un 9e, un 10e jour. Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi, en fait, la céphalée de rebond? Bien, en fait, la céphalée de rebond, céphalée, premièrement, c'est comme un mot technique pour avoir mal à la tête. Donc, assez souvent, dans notre discussion aujourd'hui, le mot céphalée va sortir. Donc, juste pour que les gens soient au courant le mot céphalée, c'est mal de tête. Et en fait, les céphalées de rebond ou les céphalées médicamenteuses sont des céphalées chroniques. Ça veut dire qu'on a au moins mal à la tête 15 jours par mois. Et aussi, il y a une prise régulière d'agents casse-crise. Et les agents casse-crise ne sont pas tous égaux. Donc, il y a certains qui causent plus de céphalées médicamenteuses que d'autres, mais on dit en général, si on doit les prendre 2 à 3 fois par semaine pour au moins 3 mois, on court le risque de développer des céphalées médicamenteuses. Les pires agents sont des agents qu'on ne recommande même pas pour la migraine, c'est-à-dire tout ce qui est narcotique, opiacés, des dérivés de morphine, c'est les agents qui vont causer le plus de céphalées médicamenteuses. Il y a aussi des anciens médicaments qu'on ne va pas parler beaucoup aujourd'hui parce qu'à mon avis, ce n'est pas des traitements recommandés de nos jours. On a des meilleurs outils, mais des traitements combinés qu'on appelle Tecnal, Fiorinal. C'est des médicaments combinés avec des barbituriques, de l'aspirine à forte dose, de la caféine. Donc, cette mélange-là, bien, on développe une certaine dépendance. C'est très difficile d'enlever et ça cause des céphalées médicamenteuses de façon importante. Et la plupart de ceux que vous avez nommés sont de toute façon pas des traitements qui sont recommandés. Pas de nos jours. Tu sais, je vous dirais qu'il y a 50 ans, 100 ans peut-être. Mais aujourd'hui, on a des traitements spécifiques pour la migraine. Puis c'est pas tout à fait nouveau. Hein? Les triptans qu'on va sûrement en discuter, ça fait une trentaine d'années qu'on les a. Les Gépants, c'est plus nouveau, mais la réalité, c'est qu'on a des outils dans la boîte qui sont meilleurs. Donc, pourquoi aller avec des outils qui sont moins bons? Excellent. En fait, c'était la suite des choses. Effectivement, on a parlé des médicaments qui sont probablement les plus accessibles, que les gens vont consommer en premier lieu, ceux qui sont en vente libre. Ensuite, vous l'avez dit, il y a les triptans qui existent depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui se passe quand la personne se fait prescrire ça? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut les prendre? En fait, je vous laisserai nous faire une petite présentation des triptans de façon générale. Oui. Bien, en fait, la présentation, c'est quelque chose que je fais au quotidien parce que je veux bien informer la personne devant moi les outils qui sont disponibles. Et donc, les triptans, c'est pas de hier. Donc, un élément rassurant, c'est que ça fait une trentaine d'années qu'on utilise des triptans. Moi, j'ai été née, mais pas présente lors du sortie sur le marché. Mais mes collègues et même des patients qui traînent la migraine un peu plus longtemps, qui sont maintenant plus âgés, ont dit « Ah, quand on a eu les migraines, ça a changé ma vie ». Tu sais, c'est pas rien d'avoir un outil ciblé sur la maladie. C'est vraiment très efficace pour plusieurs personnes. Et donc, les triptans sur le marché au Canada, il y en a 7. Tous les triptans sont couverts par les régimes d'assurance publique, sauf un qui s'appelle le Frovatriptan. C'est le dernier qui est sorti. Donc, c'est des traitements qu'on doit prendre très rapidement, dès le début de la crise, dès les premiers signes. Donc, quand on enseigne à nos patients, on leur dit, il faut trouver ce moment-là. C'est le moment où le feu commence. C'est là où on doit prendre quelque chose. Donc, on prend les triptans une fois
on réévalue notre scénario, notre situation, nos symptômes environ 2 heures plus tard. Et si la crise n'est pas complètement cassée, on pourrait prendre une deuxième dose pour vraiment éteindre le feu. Donc, c'est important de les prendre au premier signe. Est-ce que ces premiers signes-là sont les mêmes pour tout le monde ou il faut apprendre individuellement? Pour moi, les premiers signes de ma migraine peuvent être différents que pour ceux d'une autre personne. C'est tout à fait ça. Donc, chaque personne doit évaluer leur scénario. Puis, c'est ce qu'on fait dans les premières entrevues. On encourage les gens, au moins initialement, de garder un genre de journal, un calendrier pour bien connaître leur crise. Parfois même, il y a des gens qui peuvent identifier un genre d'état pré-migraine qu'on appelle le prodrome. Le prodrome peut être des symptômes variés. Par exemple, les gens peuvent avoir mal au cou, ils peuvent avoir un petit peu de nausée, être fatigués, bâiller beaucoup, uriner souvent, avoir des fringales. Donc, le prodrome est très varié de personne en personne, mais quand on peut isoler un prodrome, il y a même une nouvelle classe de médicaments, que sûrement on va en parler, là, les GEPAN, qui ont été démontrés encore plus efficaces pendant le prodrome. Donc, c'est intéressant de connaître sa migraine, de connaître sa crise et comme ça, on peut aller chercher dans notre boîte à outils l'outil approprié pour le moment. Est-ce que ça peut être difficile pour quelqu'un pour qui la migraine va souvent commencer? Vous avez parlé d'une fringale, vous avez parlé de fatigue, de bâillement. Est-ce que c'est difficile de se dire, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça? J'ai peut-être juste faim, j'ai peut-être juste fatigué. Est-ce que ça se peut que je prenne le médicament pour rien? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Hein? Des fois, les gens vont comme laisser aller puis dire, est-ce que c'est vraiment ma migraine? Mais en tenant un calendrier ou un journal, quand on voit que la séquence se répète tout le temps, on peut mieux définir ça comme un état pré-migraineux, par exemple, et agir davantage pour peut-être complètement éviter la crise. Puis l'avantage, malgré qu'il n'y a pas un avantage pharmaco-économique de commencer avec un GEPAN, parce que les GEPAN sont un peu plus chers que le reste, mais il n'y a pas de céphalie médicamenteuse comme on vient de discuter avec les GEPAN. Donc, d'aller de cette manière-là, parfois, on peut même sauter la crise et les gens n'ont pas d'anti-inflammatoire ou de Tylenol ou de triptan à prendre. Si on continue simplement sur les triptans avant d'aller un peu plus loin, oui. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que la personne qui est touchée par la migraine, qui va prendre des Tylenol, des Advil, qui va finalement consulter son médecin, il risque en premier lieu, si je ne me trompe pas, d'avoir des triptans? C'est probablement c'est ce qu'on souhaite. On souhaite qu'ils aient des triptans en première intention. Puis est-ce que pour la plupart des gens, c'est utile et efficace la première fois qu'on le prend? En fait, on dit d'essayer au moins quelques crises parce qu'on veut, pour dire qu'un triptan est efficace, on veut que ça marche pour au moins 3 sur 4 crises. Et il y a des crises qui, malgré tout ce qu'on fait, c'est une crise très, très forte et les triptans ne vont pas agir. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens, essayez au moins 4 crises s'il n'y a pas d'effet secondaire, puis là, jugez basé sur ça. Est-ce que ça m'aide la majorité du temps? Sinon, pourquoi? Est-ce que je le prends trop tard? Est-ce que... Parfois, ce n'est pas la bonne formulation non plus. Donc, dans les triptans, il y a différentes formulations. On peut en prendre sous forme de pilule. Il y a des cachets fondants qu'on peut mettre sous la langue. Il y a des vaporisateurs nasales. Puis aussi des injections qu'on peut s'injecter nous-mêmes, comme un stylo-injecteur. Et il y a un avantage d'avoir ces différentes formulations. Si je peux donner un exemple concret, quelqu'un qui aurait beaucoup de nausées, même à vomir, prendre une pilule, mais parfois, ils vomissent leur traitement. Donc, d'aller vers comme une administration intranasale, par exemple, ou dans la peau, peut éviter ce problème-là. Parce que si on avale une pilule, puis par la suite, on le vomit, pas très efficace pour casser la crise. Puis, vous avez glissé une petite référence aux effets secondaires sans trop développer, parce que vous avez dit on l'essaie pendant 4 crises environ, voir si c'est efficace. Et si on n'a pas trop d'effets secondaires, ça pourrait être quoi, par exemple, ces effets secondaires-là? Bien, avec les triptans, c'est varié. Puis ça, c'est très spécifique à la personne. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est, je dis à la personne devant moi, essayez. Et puis, vous allez évaluer 2 choses. Premièrement, est-ce que ça casse ma crise? Puis, est-ce que je tolère bien? Parfois, ça casse la crise parfaitement bien. Puis, une petite comme fatigue résiduelle.
Techniquement, c'est pas un somnifère. Hein? Ça devrait pas amener une somnolence, un triptan. Mais des fois, quand la crise casse, on se sent un peu vidé. Hein? On a parlé du prodrome, c'est un peu le postdrome. Mais la réalité, c'est que les gens peuvent pas départager si c'est leur triptan qui induit un genre de somnolence-fatigue ou si c'est juste la crise qui tombe. Donc, c'est à évaluer. Est-ce que vous êtes un peu fatigué, mais vous êtes de retour à votre fonction? C'est ça l'importance. Donc, parfois, les gens sont prêts à tolérer certains effets secondaires, parfois pas. Les triptans, la façon que ça marche, c'est que ça vasoconstricte. Donc, on parle de vaisseau en migraine, on parle d'artères, et les artères ouvrent et pulsent. C'est ce qui donne l'aspect du cœur battant dans la tête. Et donc, les triptans vont constricter les vaisseaux pour justement pallier à ce problème-là. Mais il y a des gens qui ressentent cette constriction. Donc, ils le ressentent comme une pression dans le cou ou dans la poitrine. C'est d'ailleurs la raison qu'on ne peut pas donner des triptans chez les gens qui ont des artères bloquées dans le cœur. OK. Parce qu'on peut faire précipiter des infarctus du myocarde. Donc, il y a des critères stricts qu'on doit observer, mais pour la majorité des gens, si ça casse la crise puis ils sentent une petite pesanteur puis n'ont pas de contre-indication formelle, souvent, les gens vont dire... C'est pas des effets secondaires qui sont très graves. Non. Comparé à une grosse ça. crise de migraine, je pense que les gens choisiraient un peu de fatigue ou un peu de pression. Mais c'est ça. Je pense que c'est à évaluer. Hein? Les gens vont toujours dire, ben je tolère pas super bien, mais ça casse vraiment bien ma crise, donc je suis prête à le prendre. Puis, est-ce qu'il y a des gens, vous en avez glissé un mot aussi, des gens qui auraient des artères bloquées, ce serait contre-indiqué pour eux? Il y a d'autres personnes aussi que ça serait évité? En fait, surtout pour des personnes qui disent ce qu'on appelle des facteurs de risque vasculaire. Un facteur de risque vasculaire, ça peut être la haute pression non contrôlée, ça peut être des problèmes d'angine de la poitrine, comme on vient de mentionner. En fait, c'est les artères qui nourrissent le cœur qui sont bloquées. Plus rarement, mais quand même à considérer, il y a des gens que juste leur plomberie en général est bloquée. Il y a des gens que c'est pas dans le cœur, mais c'est dans les jambes ou ailleurs, ou les gens qui ont des maladies de rénaux. Là, ça fait comme constricter les vaisseaux dans les doigts, par exemple. Donc, c'est plus rare qu'on voit des problématiques avec ça, mais à considérer. Tu sais, je pense que cet aspect-là, c'est rare que ça nous dérange dans notre pratique parce qu'on traite des jeunes personnes en relativement bonne santé. Donc, c'est plutôt rare que ça soit un gros problème dans notre pratique, mais on y pense tout le temps. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. On a fait le tour un peu des triptans qui existent depuis une trentaine d'années. Il y a des médicaments qui sont, eux, beaucoup plus récents, les Gépants. Oui. De quelle façon ils sont différents? À qui ça s'adresse? On fait le tour de ça maintenant, les Gépants. Absolument. On est très excités d'avoir un outil supplémentaire. C'est pas... en fait, c'est pas pour amoindrir le positif là-dedans, mais c'est pas un miracle non plus. C'est un outil supplémentaire. C'est la façon que je le vois. Et donc, c'est comme ça que je le présente aux gens auxquels je fais un diagnostic de migraine. Là, je vous présente, vous avez une boîte à outils. Puis là, on va mettre des outils dans la boîte. Puis là, vous allez apprendre quand est-ce que vous allez prendre certains outils. Donc, les Gépants, c'est des nouveaux outils qu'on a dans notre boîte. L'avantage spécifique à la migraine, donc on connaît mieux qu'est-ce qui cause la migraine, on connaît mieux la biologie qui sous-tend la migraine. Donc, on a pu développer des agents casse-crise anti-CGRP. Donc, le CGRP, c'est un anglicisme. C'est pour Calcitonin Gene-Related Peptide ou le peptide lié au gène de la calcitonine. Et en fait, les Gépants sont des antagonistes. Donc, ça va aller compétitionner pour que l'activité du CGRP soit moindre. Et ça aide à casser la crise. Donc, on a des études qui démontrent l'efficacité, on a des études qui démontrent la sécurité de ces outils-là.
Et où on va aller chercher absolument un GEPAN, c'est justement, comme on vient de dire, des personnes qui ont des facteurs de risque qui contredisent ou qui contre-indiquent la prise de triptan. Donc, mais il y a d'autres personnes qui peuvent bénéficier, des gens qui ont des prodromes clairs, des gens qui ont des signes avant-coureurs très clairs de la migraine. On pourrait prendre un GEPAN pour essayer de complètement sauter la crise. Une autre population que je cible, c'est chez les personnes qui vivent avec la migraine, qui ont des crises fréquentes, malgré des traitements préventifs adéquats. Puis on ne veut pas qu'ils développent une risque de céphalie médicamenteuse, par exemple. Bien, on va leur dire de prendre plus de GEPAN que de triptan. Donc, l'avantage pour nous, en étant en pratique de maux de tête, c'est d'avoir tous ces outils-là puis d'être capable de tailler chaque recette pour la personne devant nous. Oui, vous avez parlé un peu de traitement préventif. Je pense que c'est un grand et large sujet. On va vous réinviter certainement pour en parler de long en large. Si on continue à parler des GEPAN, c'est sûr que quand on vous écoute, ça semble, puis même si vous avez une certaine prudence à dire que c'est pas miraculeux parce que vous voulez peut-être pas mettre les attentes trop élevées, ça semble efficace et intéressant, mais malgré ça, il semble y avoir un certain parcours que les gens doivent suivre. Est-ce que je me trompe de dire que ça va être rare, mis à part peut-être une personne pour qui les triptans sont contre-indiqués? Il va y avoir probablement un passage vers les triptans pour voir si c'est efficace avant de se rendre au GEPAN? Ou c'est... Moi, absolument. Donc, les triptans, c'est comme une absolue, sauf si j'ai une contre-indication. Pourquoi pas essayer un triptan? Depuis des trentaines d'années, ça nous a très bien servi. Et la réalité, c'est qu'il y a parfois des gens qui utilisent les deux. Puis il n'y a aucune contre-indication de le faire. Je pense à cause que les GEPAN sont relativement nouveaux. On a parfois des mauvaises informations qui circulent. Par exemple, j'ai des patients qui vont me contacter pour dire « Tu m'as dit que je pouvais prendre mon triptan et mon GEPAN dans le même 24 heures, mais je n'ai pas cette même information-là de mon pharmacien, par exemple. » Et donc, ça, c'est faux. Donc, il n'y a pas de contre-indication de prendre ces traitements dans la même journée pour la même crise. Et même, ça peut être complémentaire. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais si on exagère, juste pour faire le point, quelqu'un qui aurait une crise très sévère dans une même journée pourrait prendre leur dose de Tylenol, pourrait prendre leur dose d'anti-inflammatoires. Tantôt, on a parlé d'Advil, mais il y a plusieurs autres anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont même sous prescription, peuvent prendre leur triptan, peuvent même prendre un GEPAN. Donc, oui, c'est beaucoup, mais encore là, on veut éteindre le feu rapidement pour que la personne retourne à leur fonctionnement le plus rapidement possible. Donc, c'est pas contre-indiqué. Non. C'est surprenant. Ça, c'est une chose que je ne savais pas. Ça veut dire que la personne qui ferait ça ne le ferait pas, j'imagine, à l'aveugle. C'est son médecin qui aurait expliqué dans quelle séquence les prendre ou de quelle façon? Habituellement, on utilise un genre d'échelle, mais qui ne regarde pas juste la douleur, qui va regarder comment je peux fonctionner pendant ma crise. Donc, on utilise parfois l'analogie de la feu de circulation. Quand je me sens dans une phase verte où je peux avancer, je peux fonctionner, bien là, je vais aller peut-être avec des traitements de type anti-inflammatoire, Tylenol au début. Si d'emblée, quand ma crise commence, mon fonctionnement est atteint ou j'ai de la misère à fonctionner, on est plus dans le jaune, il faut faire attention. Là, peut-être on va aller d'emblée avec un triptan et peut-être à la rigueur, les mélanger triptan anti-inflammatoire. Il y a certaines personnes aussi que, dès le début de la crise, sont dans le feu rouge. Donc, sont alités et ont beaucoup de nausées, ils vomissent, sont très atteints. Ça se peut que ces gens-là commencent déjà avec une combinaison anti-inflammatoire, triptan, ou bien, s'ils voient la crise venir. Il y a des gens qui ont des signes avant-coureurs, comme les auras, les prodromes qu'on a mentionnés. Des fois, ils peuvent commencer avec le GEPAN, puis si la crise continue à monter, bien là, ils ont le triptan, l'anti-inflammatoire, pour mieux éteindre la crise. Donc, tout ça pour dire qu'il y a différentes façons d'y arriver et ça fait partie de l'éducation sur la migraine. Non seulement nous, on veut éduquer la personne devant nous qui souffre de migraine, mais cette personne-là va devoir aller apprendre elle-même sur sa propre crise. Quel est le début? Est-ce que je peux l'isoler? Est-ce qu'il y a des signes que, ouf, cette crise-là va être forte ou celui-là va être moins forte? C'est l'apprentissage autour de la maladie qui va permettre à la personne de mieux
être outillé pour chaque crise et d'aller chercher le bon traitement au bon moment. Très intéressant. Puis, vous aviez parlé que les triptans étaient tous sauf un, couverts par l'assurance médicaments. Est-ce que c'est le cas des GEPAN? Est-ce que c'est couvert habituellement, autant par le régime public? Non, pour l'instant, non. Mais si on a une raison, tantôt, on avait parlé justement des contre-indications au triptan. Donc, comme médecin, on a la possibilité de faire des demandes de patients d'exception quand il y a un contexte clair. Donc, si j'ai quelqu'un, l'avantage aussi, c'est qu'on a des échantillons des GEPAN. Donc, on peut faire aussi preuve de l'efficacité, de la bonne tolérabilité chez une personne. Et si cette personne-là a une contre-indication ou bien ils ont essayé tous les triptans puis il n'y a rien qui fonctionne et là, le GEPAN démontre une efficacité spectaculaire pour cet individu, bien, on peut faire valoir cet argument-là à la RAMQ pour qu'il évalue la possibilité de couvrir les GEPAN. Donc, il y a des moyens. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi on va justement essayer toujours les triptans en premier? Oui. Bien, tu sais, je pense que par acquis de conscience, c'est un traitement qui est prouvé, aussi, qui est efficace, qui est sécuritaire pour la majorité des gens. Et en fait, c'est curieux, mais tu sais, on parlait de prix tantôt. Les prix des triptans, il y a 30 ans, ressemble beaucoup au prix des GEPAN aujourd'hui. OK. Donc, c'est pas pour dire c'est pas si cher que ça, mais en réalité, pour quelqu'un de jeune qui doit perdre une journée au travail, de dépasser une vingtaine de dollars pour être capable de fonctionner, il faut tout regarder. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On met ça dans la balance. Exactement. Oui. Maintenant, on a fait, je pense, un bon tour d'horizon des différentes classes de médicaments, les casse-crises. Est-ce qu'il y a d'autres approches? Est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'une personne peut poser pour gérer sa crise hors des médicaments? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a toujours les médicaments. Puis quand on reçoit la personne pour la première fois, souvent, ils ont attendu longtemps avant de nous voir. Donc, de parler de autre chose, des fois, c'est peut-être pas le bon moment lors de la première visite. Mais assez rapidement, j'essaie de leur dire... Mais il y a des choses que vous pouvez faire aussi qui ne sont pas reliées à un médicament. Justement, si on peut boire de l'eau, rester bien hydraté. En fait, juste se retirer, même si c'est un temps limité de son milieu. Si on peut donner l'exemple de quelqu'un qui travaillerait dans un bureau avec beaucoup de néons, beaucoup de lumière bleue, pas de fil sur leur écran d'ordinateur. Des fois, juste se retirer dans l'ombre un certain temps pour aider à la crise de se passer après la prise de médication. C'est des petites idées, mais pour certaines personnes, ça peut être très efficace. Oui, c'est des trucs qui sont certainement très pertinents. Puis j'ai en tête, évidemment, le programme d'autogestion de Migraine Québec. On en a un épisode complet dans la première saison. Ça peut être très intéressant aussi pour les gens, j'imagine. Absolument. Je pense que peu importe si on parle de traitement, tu sais, si on parle globalement de la gestion de la migraine, à mon avis, on voit ça sous forme de 3 volets. Oui, on doit casser chaque crise de façon efficace. Et ça, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais il faut arrêter de culpabiliser les gens pour traiter leur crise efficacement. Même s'ils en prennent 2 à 3 fois par semaine, même s'ils en prennent plus que 10 jours par mois puis sont à risque de céphalie médicamenteuse, idéalement, on veut que la personne utilise les outils présentés pour bien casser leur crise et qu'ils en parlent avec leur médecin pour dire, tu sais, malgré tout, malgré toute la gestion de mes habitudes de vie, il reste que j'ai 10 à 12 crises par mois. Puis vous voyez ça, cette culpabilité-là, avec des gens qui se disent « Hey, je fais tout ce que je peux puis ça leur apporte justement un sentiment de culpabilité. Malheureusement, oui. Donc, on essaie quand même d'éduquer les gens autour de cette maladie-là. Tu sais, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, infirmières, justement pour qu'on arrête de culpabiliser les gens, d'encourager de casser la migraine, de garder un calendrier ou un journal. Puis si on voit malgré tout que les crises sont fréquentes, les crises sont fortes, bien là, c'est à nous de penser à mettre en place un traitement préventif pour aider cette personne-là à moins avoir besoin de leur casse-crise. Donc, j'ai dévié un peu, mais je trouvais que c'était important de mentionner cet aspect-là par rapport aux agents casse-crise. On ne devient pas dépendant dans ce sens-là d'un triptan. Ce n'est pas de la morphine. On n'a pas d'euphorie en prenant un triptan. Ce qui est euphorique, c'est d'être plus fonctionnel. On traite des jeunes qui travaillent, ils veulent retourner dans leur vie. Donc,
pour revenir à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi l'éventail, bien, on traite chaque crise efficacement sans culpabiliser la personne. S'il y en a trop, on envisage un traitement préventif. Et globalement, que ce soit des gens qui ont des crises très épisodiques ou plus fréquentes, l'autogestion des habitudes de vie est primordiale. Et c'est des choses simples, de bien s'hydrater, d'avoir un cycle de sommeil le plus régulier possible, aussi de faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement régulièrement pour éviter de tomber à jeun. C'est des petits trucs qui font en sorte à la longue que la maladie est mieux maîtrisée. Oui, puis ce sont tous des sujets qu'on a traités ou qu'on va traiter dans la balado parce qu'on parle finalement de saines habitudes de vie. C'est ça. Puis, si on terminait, si je vous lançais cette question-là, de lancer un message d'espoir aux gens qui tentent de casser leur crise de migraine, qu'est-ce que vous leur diriez? Essayez, puis essayez. Donc, il ne faut pas se décourager si on essaye un triptan puis ça ne fonctionne pas. N'oubliez pas, il y a 7 triptans sur le marché. Il y a différentes formulations. Donc, ça se peut qu'il y ait une raison pour laquelle le triptan n'a pas fonctionné. Si un triptan seul ne marche pas, on peut faire des traitements combinés avec un anti-inflammatoire, avec un GEPAN. Il faut faire des essais. Donc, la migraine, c'est une maladie qu'on n'a pas nécessairement la réponse tout de suite. Il faut être ouvert et patient à faire des essais, parfois des erreurs, parfois on tombe directement sur la bonne recette, mais c'est de trouver sa recette. Et des fois, ça prend un peu de temps pour le trouver, mais quand on le trouve, c'est très satisfaisant et pour la personne soignante et pour la personne qui vit avec la migraine. De continuer d'y croire, de garder l'espoir, de faire des essais. C'est le message que vous lancez. Puis je pense que, Dr. Pim, merci d'avoir été ici. Je pense que ça termine parfaitement cet épisode sur les casse-crises. Merci encore une fois. Merci aux gens du studio ici, de la technique. Merci aux gens qui nous écoutent. Je pense que c'est utile pour vous, on l'espère du moins. Allez voir les épisodes précédents. Tenez-vous au courant des suivants. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos invités, sur Migraine Québec, allez voir le site web migrainequebec.org. À bientôt pour un autre épisode.